Bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire sur la gestion du risque amiante dans les projets de réhabilitation et de rénovation. Avant d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous rappelle que ce webinaire vous est proposé en exclusivité par Keox, portail qui permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment. Le site propose également des analyses des meilleurs experts publiées dans les 5 classeurs à mise à jour et dans la revue bimestrielle Complément technique. Les abonnés reçoivent par ailleurs toutes les 2 semaines une newsletter reprenant les actualités parues sur le site. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Brassens. Vous êtes ingénieur, ancien consultant au sein du groupe Artelia. Vous avez participé activement au suivi de nombreux chantiers de désamiantage et avez été très impliqué dans l'élaboration des normes relatives à l'amiante, notamment en présidant plusieurs groupes de travail chargés de l'élaboration de ces normes. Vous présidez actuellement le groupe de travail qui élabore le guide méthodologique de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux. Vous êtes co-auteur du guide technique de l'amiante dans les bâtiments, du dossier technique amiante aux travaux de retrait qui est paru aux éditions du Moniteur, et vous êtes également auteur d'articles dans la revue Complément technique. Vous publiez dans le dernier numéro de la revue un article consacré à la gestion du risque amiante dans les projets de réhabilitation et de rénovation. C'est sur cet article que vous vous appuierez aujourd'hui pour nous présenter le cadre réglementaire et les outils de gestion du risque amiante dans les projets de réhabilitation et de rénovation. Vous aborderez dans un premier temps les obligations de repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante et dans une seconde partie seront abordées les dispositions à prendre pour réaliser les travaux en présence d'amiante, avec un point également sur la gestion des déchets jusqu'à leur élimination. Je vous rappelle que vous pouvez poser à tout moment vos questions via la boîte de dialogue qui est ouverte sur la droite de votre écran, comme nous allons le montrer maintenant à l'écran. Monsieur Brassens, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà, donc vous voyez le dispositif à l'écran pour poser une question pendant le webinaire. Et nous les transmettrons à Monsieur Brassens. Monsieur Brassens, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après cette brillante présentation d'Alice Montfort, on va commencer cette présentation de quelques 40 minutes à peu près, je pense, qui est issue un peu du complément technique qui est paru ou qui est en train de paraître. Voilà. Alors, bon, juste pour rappel, l'importation d'amiante, parce que ça permet un peu de cadrer les choses. On a importé en France, la grosse importation d'amiante entre les années 60 et les années 90. Donc tous les immeubles construits à ces époques-là, bien sûr, il est assez improbable qu'il n'ait pas d'amiante. Ceux qui ont construit avant les années 60, eux, il y en avait très peu, à part l'amiante ciment pratiquement, mais lors des rénovations faites dans les années 60 jusqu'à 2000, on a pu en mettre. Donc il est par moment utile sur ces vieux immeubles de savoir les travaux qui ont pu être faits. On voit au 1er janvier 97, ça a été l'interdiction de l'amiante en France, 1er janvier 2005, 2005 oui, en Europe. Bon, il y a eu quelques dérogations en France. Alors, ce qui est intéressant, ici, on voit qu'il y a eu un pic dans les années 70. C'était à l'issue de 2 catastrophes qui étaient la boîte de nuit de 5-7 à Grenoble qui avait brûlé avec 120 adolescents jeunes qui sont morts et un collège Pailleron qui s'est effondré en 10 minutes et 40 adolescents qui sont morts. Donc, depuis, on nous avait dit mettez de l'amiante et vous voyez, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc faut avoir un peu une idée que des quantités d'amiante en France dans les bâtiments, on en a mis énormément. Alors, on sait que inhaler des fibres d'amiante pose des problèmes de santé graves, dont des cancers qu'on appelle le cancer de la flève, le mésothéliome, dont l'espérance de vie, quand ça se déclare, est de 1 an, voire 2 ans, pas plus. Donc, l'État français a mis en place en 96 toute une réglementation, d'une part via le Code de la santé publique et d'autre part via le Code du travail. Alors, le Code de la santé publique s'adresse, lui, aux propriétaires d'immeubles, quels qu'ils soient, hein, que ce soit public ou privé. Donc, ces propriétaires, ce qui leur a été demandé, c'est de repérer les matériaux et produits contenant de l'amiante qui étaient susceptibles de libérer des fibres en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux, choc et frottement, ou généré à l'occasion de l'opération d'entretien de maintenance. Donc on comprend qu'avec une phrase comme ça, on partait dans tous les sens. Donc le ministère de la Santé, plein de bon sens, lui a demandé au ministère du Logement et de la Construction d'établir des listes de matériaux qui correspondaient
à cette définition. Donc c'est comme ça qu'a apparu la liste A que vous connaissez, je pense pour un certain nombre d'entre vous, qui sont les flocages, colorifugage, faux plafond, où l'État demande un zoom particulier de vérifier tous les 3 ans s'il y en a leur état de conservation, et dans certains cas il peut y avoir obligation de travaux. La liste B, c'est d'autres matériaux qui sont, en gros, c'est l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure du bâtiment. Donc on va retrouver les dalles de sol, on va trouver les plafonds, les fonds de coffrage, les faux plafonds, on va retrouver l'amiante sur les murs, on va retrouver les dalles de sol, bien sûr, on va retrouver les conduits en amiante ciment, les enveloppes de calorifugage sur vos conduits de chauffage ou d'eau chaude notamment, ou d'eau glacée. Voilà, on va retrouver les toitures, ardoises ou plaques amiante ciment, et en bardage. Hein, voilà, pour faire très simple. Donc ça, c'est le code de la santé publique, et le propriétaire, une fois qu'il a fait faire ses repérages, informe les occupants de cette présence d'amiante ou de cette absence d'amiante d'ailleurs, via les dossiers techniques amiante. Après, nous avons le code du travail. Alors lui, le code du travail, il s'adresse d'abord à un couple donneur d'ordre, maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, on va le dire, c'est cette connotation vient pour les gros chantiers de rénovation réhabilitation. Vous avez un CSPS, vous avez un maître d'œuvre, vous avez fait des appels d'offres, vous avez passé des marchés avec des entreprises. Voilà, c'est des chantiers dits clos et indépendants. Donneur d'ordre, bah, c'est tout le reste. Je rénove un appartement, je rénove un bureau, je fais de l'entretien maintenance. Voilà, ça c'est le donneur d'ordre. En tout cas, peu importe, les personnes, y compris d'ailleurs les particuliers qui font faire des travaux à des entreprises, toute personne qui demande de faire des travaux doit, avant de faire ces travaux, faire venir ce qu'on appelle un opérateur de repérage ou diagnostiqueur qui vient faire un repérage avant travaux, intervention. Donc dans la zone on va y revenir, dans la zone où on fait les travaux, on n'a pas le droit depuis le 16 juillet 2019 d'envoyer quelqu'un faire des travaux sans vérifier s'il y a présence ou pas d'amiante. Après, on a dans le code du travail l'employeur. L'employeur, en fait, c'est l'entreprise. Elle a 2 obligations. Bien sûr, protéger les personnes qui interviennent, ses ouvriers, ses collaborateurs, et d'autre part aussi, bien sûr, de s'assurer qu'il y a absence de pollution des locaux où elle réalise l'intervention. Donc c'est bien de protéger ses salariés en mettant notamment des appareils de protection respiratoire et autres, mais aussi c'est bien aussi qu'elle ne pollue pas les locaux dans lesquels interviennent. Donc on verra on leur demandera de l'aspiration à la source, on leur demandera de l'humidification, on leur demandera des choses comme ça. Tout ça pour gérer les émissions occasionnelles lors d'impacts, lors de travaux ou interventions sur le matériau. Parce que très souvent, on note une présence humaine à proximité de l'impact sur le matériau et on trouve donc une pollution souvent importante, localisée, donc là où il y a les narines de l'opérateur, de la personne, et de courte durée. Donc ces inhalations de fibres plus ou moins importantes par les personnes se trouvent en proximité, on sait qu'à force, ça peut déclencher un cancer de type mésothéliome au bout de 20, 30, 40 ans, et malheureusement, ce cancer est incurable. Alors, cette réglementation aussi, le Code de la santé publique, hormis ce repérage amiante, demande aussi d'informer lors de vente d'immeubles l'acheteur de présence ou pas de présence d'amiante. Donc on a un peu de cas. On a tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été livré avant 97, bien sûr. Si les immeubles sont soumis à dossier technique, c'est-à-dire y compris les parties communes d'immeubles d'habitation, le propriétaire, lors de la promesse de vente, doit fournir la fiche récapitulative du dossier technique et complétée par les éléments extérieurs figurant dans la liste B si ça n'a pas déjà été fait. Puisque la liste B est obligatoire aurait dû être fait depuis janvier 2021 ou février 2021. Bon, mais il y en a qui traînent peut-être encore un peu. Donc c'est ça qu'on doit mettre, c'est la fiche récap. Alors j'attire votre attention, c'est que souvent, enfin en tout cas régulièrement, on revoit dans des ventes d'immeubles où le propriétaire, lors de la promesse de vente, devant le notaire, qui dans certains cas ne dit rien, transmettent un rapport repérage avant vente. Or, c'est pas ça qui est demandé. C'est la fiche récap du DTA. On nous dit, en l'absence de l'ordre de la signature de l'acte authentique de vente de l'État mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant d'amiante, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie de vice caché. Et là, ce qui est demandé pour les immeubles, hormis les parties privatives, c'est DTA. Et pourquoi? C'est parce que dans le DTA, on a tout l'historique depuis 96 de ce qui s'est passé en amiante. Donc moi, lors de la promesse de vente, on me monte un dossier
où il y a eu un flocage de retiré dans les années 98 dans une chaufferie, je sais pertinemment que dans 98% des cas, on va retrouver un duvet d'anciens flocages sur le support. En fait, beaucoup d'entreprises à l'époque, ils enlevaient le plus gros, mais le coup de paille de fer, ils le mettaient pas. Donc, je serais alerté. J'ai tout l'historique. Si j'ai recouvert il y a 10 ans ma dalle de sol par un parquet, ce sera mis dans le DTA. Alors que le constat vente, c'est une photo à un instant T. S'il y a un flocage sans amiante, on va pas les voir juste en dessous, rarement voir s'il y a un ancien flocage. On va pas aller faire des trous dans un parquet ou dans un lino ou dans une moquette pour voir si en dessous il y a de la dalle de sol. Donc on parle pas de la même chose. Par contre, pour les parties privatives ou les maisons individuelles, là c'est ce qu'on appelle les diagnostics immobiliers, où là on va repérer les matériaux de la liste A si ça n'a pas été fait pour les maisons individuelles et de la liste B, et ce sera un rapport constat de présence ou d'absence de matériaux. Donc quand vous vendez votre maison ou votre appartement, vous appelez un opérateur diagnostiqueur qui va vous repérer ces matériaux-là. Et donc pour un immeuble de logement, si vous vendez un immeuble de logement, vous devez donner la fiche récap du DTA et tous les constats vente, tous les constats liste A, liste B pour chaque logement, ou en tout cas chaque partie privative. Pour les immeubles d'habitation, qui est une exception qui confirme la règle, puisqu'on est en France, on aime bien ça, on a appris ça à l'école. Alors, pour les parties communes, on nous dit, on a bien d'en parler, on doit connaître, les propriétaires doivent faire un repérage liste A et liste B lors de la promesse de vente. C'est indiqué dans la fiche récap où j'aurai à minima les matériaux liste A et B et tous d'ailleurs les repérages qui ont pu être antérieurs, postérieurs qui ont pu être faits ou antérieurs. Pour les parties privatives, tous les propriétaires d'immeubles de logement avec partie privative, cave et appartement, doivent avoir fait rechercher matériaux de la liste A, c'est-à-dire flocage, calorifugage et faux plafond. Et tout ça, c'est rangé dans un dossier qui s'appelle dossier amiante partie privative et vient en complément tous les rapports de repérage qui ont pu être faits, par exemple, pour du logement au départ d'un locataire, lors d'une rénovation d'un bureau. Tout ça, tous ces rapports complémentaires sont rangés dans ce dossier amiante partie privative. Et lors de la promesse de vente, eh ben, on transmet aussi ces repérages liste A et B. Alors, quelque chose de curieux, la location d'un logement. Alors, lorsqu'on loue un logement, on doit nous donner, le bailleur doit donner un dossier de diagnostic technique qu'il doit insérer dans le bail. Or, dans ce dossier de diagnostic technique, on va retrouver le constat de risque et d'exposition au plomb, le CREP, qui est annexé. Alors, par contre, pour l'amiante, très curieusement, le dossier amiante privative n'est pas réglementairement annexé au contrat de location, mais il est tenu à disposition du locataire qui en fait la demande. Donc en gros, ce qu'on voit ici dans le Code de la santé publique, quand même, on va dire étonnant et surprenant, on peut se poser comme beaucoup de questions, c'est qu'en gros, ce matin, en allant au bureau et déposant les enfants à l'école, on vous dit attention quand tu fermes la porte de l'appartement et que tu vas à l'ascenseur, tu marches sur des dalles vinyle amiante. Alors ça, on vous le dit via le dossier de technique amiante qui vous a été, on vous donne. Par contre, pour la location de logement, la dossier amiante partie privative, si vous le voulez, vous allez à l'agence, vous le réclamez et il sera tenu à votre disposition. C'est complètement un peu curieux pour un code de la santé publique, mais pour la petite histoire, c'est pas le code de la santé publique qui veut ça, c'est le ministère du Logement, de la Construction qui s'oppose à ce qu'on recherche dans les immeubles parties privatives, les matériaux de la liste B, et qui s'oppose aussi à ce qu'on donne ce dossier amiante partie privative aux locataires lors de la signature du bail. Pour les maisons individuelles, ne comportant qu'un seul logement, lors de la promesse de vente, on donnera les rapports liste A, liste B, c'est voilà. Alors, pour faire tous ces repérages, il a été les professionnels ont rédigé une norme qui s'appelle la norme 46020. Elle a été, la première rédaction date de 2002, il y a une révision en 2008 et la dernière révision date de 2017. Donc voilà, ça c'est un document qui est le nerf de la guerre pour faire du repérage amiante que tout professionnel doit connaître. En tout cas, les opérateurs de repérage, il est bon qu'ils respectent cette norme. Donc il est bon que les donneurs d'ordre, quand ils demandent à faire un repérage, qu'ils demandent à ce que l'opérateur le fasse suivant cette norme. Donc dans cette norme, on a une annexe qui est l'annexe A où on a un tableau
qui donne tous les matériaux et produits qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. Ce qui est bien, c'est que c'est classé, hein, couverture terrasse, paroi verticale, plafond, faux plafond, etc., conduits accessoires, plancher technique, équipements divers et accessoires. Donc ce rangement, c'est si vous faites des travaux en toiture, voilà, vous allez voir la partie 1, couverture toiture terrasse. Si c'est sur les façades pour faire de l'isolation thermique, vous allez voir ce que vous risquez de rencontrer comme amiante. Si c'est l'intérieur d'un logement, en plafond, faux plafond, sur les sols, sur les parois verticales. Donc ça permet aux donneurs d'ordre aussi d'avoir une connaissance du risque amiante. Alors comment marche cette norme notamment? Elle indique notamment ce que doit faire l'opérateur quand il trouve un matériau qui peut contenir de l'amiante. Donc là, j'ai pris un exemple qui vaut ce qui vaut, mais bon, des enduits à base de plâtre ou ciment sur des murs ou sur des plafonds. Là, c'est sur des poutres. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme sondage? Qu'est-ce que je dois faire comme prélèvement? La norme, elle le donne. Elle vous dit si c'est par exemple le plafond d'un parking où j'ai des enduits plâtres, elle me dit de faire un sondage par tranche de 100 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés et un sondage supplémentaire. Donc si j'ai un parking qui fait 700 mètres carrés, je vais faire 3, 4, 5 sondages. Voilà, ça c'est les sondages. Donc le sondage, il sert à quoi? Il sert à aller jusqu'au support et vérifier, là dans le cas d'enduit, qu'il a la même consistance, la même couleur, etc. Et si par contre c'est plusieurs pièces, par exemple des locaux archives ou de stockage, etc., là on dira tous les 5 locaux, on fera des sondages, et en tout cas on en fera minimum 2. En termes de prélèvement pour analyse, ici vous voyez, enduit à base de plâtre, j'ai A2, entourage de poutre, j'ai casse vide, peinture intumescente, j'ai A. Donc on nous dit, la norme dit, matériaux et produits non marqués A, donc ici, dans ce cas-là, s'il ne dispose d'aucune information concernant ces matériaux et produits susceptibles contenir d'amiante, donc l'opérateur fera des prélèvements. Mais s'il a des informations, parce qu'il y a un ancien rapport de repérage, il y a des dossiers de maintenance, il y a le marquage du produit, il y a des fiches techniques qui montrent que ces produits-là contiennent de l'amiante, il n'y a pas besoin de faire d'analyse. Quand c'est marqué A, comme ici, comme la peinture en bitumescence, marquage produit marqué A pour analyse, il est recommandé pour ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante que l'opérateur fournisse au moins un résultat d'analyse. Et quand c'est marqué A2, comme pour les enduits à base de plâtre ou ciment, là, c'est 2 analyses. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que pour un matériau donné, la norme, le maxi qui est demandé comme analyse, c'est 2 analyses. Alors on nous dit quand même, au-delà de ce minimum, le nombre de prélèvements pourrait être adapté à la complexité ou à l'ampleur du repérage. Quand je vois des immeubles de logement ou dans des logements, on me fait 5, 10, 15 matières analyses, je ne comprends pas très bien. Parce que s'il y a bien des immeubles qui sont simples, qui ne sont pas complexes, c'est bien un immeuble de logement, voire de bureau. Effectivement, un hôpital, des universités qui a vécu, qui est ancienne, il y a eu des tas de travaux, on peut effectivement dire qu'il y a une certaine complexité et qu'on va refaire un peu plus d'analyse. Mais enfin, j'ai le sentiment que beaucoup d'opérateurs de repérage, soit sont actionnaires, c'est leur labo à eux, soit on confond sondage et analyse. Les analyses, en fait, la réglementation en demande relativement peu. Alors, ici aussi, pour éviter de faire justement des tas d'analyses, puisqu'on n'est pas actionnaire de laboratoire, la norme AFNOR et l'arrêté du 16 juillet 2019 sur l'obligation de repérage avant travaux, ces 2 documents nous disent qu'il y a, pour éviter de faire trop d'analyses et qu'on doit réfléchir avant d'agir. Donc en fait, ce qui est demandé, c'est que l'opérateur détermine un ouvrage de référence. Donc par exemple, on va prendre un exemple, dalle de sol. J'ai de la dalle de sol dans mes parties communes. J'ai une dalle de sol, on va dire jaune, voilà, dans les parties communes. Je détermine l'élément témoin de l'ouvrage de référence. Donc je prends un morceau de dalle de sol dans un coin du palier, voilà, dans le couloir, un endroit, elle est un peu abîmée. Je prends un morceau. Alors, j'ai en gros la taille d'une pièce de 2 euros. Et je me promène dans toutes les parties communes et je vérifie en faisant des sondages
que toutes les dalles de sol jaunes que je rencontre sont bien jaunes, font bien 30 par 30, font bien 3 mm d'épaisseur. Si à un moment il y en a une qui fait 2,5, c'est pas la même. Si elles font toutes 3, je peux dire que ce sont des zones qui présentent a priori des similitudes d'ouvrage. Donc si à un moment il y en a une qui fait 2,5, dans l'escalier par exemple elles feront 2,5, je considère que ce ne sont plus les mêmes. Il y a incohérence, c'est pas la même. Par sondage, je vois que c'est pas la même chose. Et donc, je réévalue mon hypothèse et je vais arriver à dire que dans les couloirs, c'est de la dalle de sol jaune 30 par 30, 3 mm d'épaisseur. C'est un type de dalle. Que dans les escaliers, c'est un autre type de dalle. C'est des 30 par 30, toujours jaunes, mais elles font de 5 d'épaisseur. Après, quand j'ai fait mes déterminations, mes sondages, sur tous les sondages que j'ai faits, je vais en envoyer au laboratoire. Donc j'en envoie 2 par exemple au laboratoire. Si les 2 me reviennent avec amiante, je peux considérer que toutes les dalles de sol de 3 mm 30 par 30 jaunes contiennent de l'amiante. Si ça revient du labo, les 2 reviennent sans amiante, je peux considérer qu'elles sont sans amiante. Voilà le grand principe. Donc si par contre il y en a une qui vient avec amiante et l'autre sans amiante, je dois réévaluer, refaire des sondages. J'utiliserai peut-être aussi un appareil qui s'appelle le phasir amiante qui me permettra aussi peut-être de gagner du temps, de faire moins de prélèvements et de vérifier là où le labo m'a dit il y a amiante, de voir si le phasir répond pareil. S'il a dit il n'y a pas amiante, répond pareil. Dans ces cas-là, je vais utiliser cet appareil-là. Donc vous voyez là sur ce petit film, l'opérateur de repérage a fait des sondages, il tombait sur une colle blanche, une colle grise, il a envoyé les 2 au laboratoire. Les 2 seraient revenus avec amiante, il avait fini son travail. Les 2 seraient revenus sans amiante, il aurait fini son travail. Or, il y en a une la blanche est revenue avec et la grise sans amiante. Donc, ce qu'il a fait, il a continué à faire des sondages pour voir où ça commence, où ça finit. Puisque, en plus, on a depuis, le but du jeu, c'est bien repérer là où il y a de l'amiante, donc où ça commence, où ça finit. De plus, on a un arrêté de 16 juillet, on a un décret et un décret qui nous dit que l'opérateur d'opérage doit vous donner la quantité d'amiante présente. Donc en mètres, là, il pourrait dire il y a 50 mètres, il y a 80 mètres de colle, de faïence qui contiennent de l'amiante. Donc pour pouvoir donner des quantités, il faut savoir où ça commence, où ça finit. Donc on voit que c'est un vrai travail en fait. Il y en a un cas comme ça. Il a fallu que l'opérateur revienne sur site, refasse des sondages pour voir où ça commence, où ça finit. Donc, alors imaginez, là, c'était pour de la colle de faïence. Après, on peut en faire sur les sols, on peut en faire les plafonds, les murs, etc. Donc, on voit que pour un opérateur d'opérage, ces zones présentant des similitudes d'ouvrage, ça peut être long à mettre en œuvre. Par contre, pour le donneur d'ordre, c'est quand même une exigence importante puisque ça vous permet de savoir de façon précise où se trouve l'amiante, où ça commence, où ça finit. Alors, une synthèse pour le repérage amiante. Quand on fait une opération de rénovation-réhabilitation, puisque c'est un peu le but de ce webinaire, ce qui est bon, c'est une fois que vous avez votre opérateur d'opérage, c'est faire ce qu'on appelle une réunion de lancement. Donc, mettre l'équipe de maîtrise d'œuvre, si elle est présente, l'opérateur de repérage, le maître d'ouvrage, le CSPS, et s'il y a un multitechnique ou un ascenseuriste où les ascenseurs sont impactés par l'ascenseuriste, tous les gens de l'opération qui sont intéressés par cette opération. Donc là, à cette réunion, on va expliquer, valider le programme de travaux. Donc, on va expliquer ce qu'on fait. Le maître d'ouvrage avec le maître d'œuvre vont expliquer le problème, les travaux qu'on va faire, où on va les faire. Et en fonction de ça, l'opérateur d'opérage va pouvoir expliquer son programme de repérage et son périmètre de repérage. Le périmètre, c'est là où il va chercher. Le programme, c'est qu'est-ce qu'il va chercher. Par exemple, si vous lui dites je refais les sols, il va vous dire bon je refais les sols, je vais regarder le revêtement de sol, ce qu'il y a en dessous, la colle, voir l'agréage jusqu'au support. Mais peut-être dans la discussion qu'on va avoir autour de la table, tout le monde va se poser la question des plaintes. Est-ce que si on change le revêtement de sol, on change les plaintes, ce qui est relativement courant? Ah oui, mais alors si on change les plaintes, il va falloir regarder si c'est des plaintes faïence, est-ce que la colle contient de l'amiante, qu'on vient de voir dans le petit film? Si c'est des plaintes en bois, elles sont fixées sur un mur qui contient peut-être des enduits ciment de lissage. Si c'est sur la cloison sèche, il y a peut-être des bandes calicot en plâtre, la bande plâtre qui contient de l'amiante. Donc voilà, donc finalement, on va s'apercevoir que c'est pas que le sol, c'est aussi les murs et la colle des plaintes. Donc cet échange de réunion de lancement est primordial pour éviter de louper ce genre de choses. C'est pas une fois que le chantier va démarrer qu'on va s'apercevoir qu'on a zappé le repérage des plaintes. Donc après, l'opérateur va aller sur place, faire ses investigations. Il va souvent, sur les rénovations importantes,
rendre ce qu'on appelle un pré-rapport où il va vous dire par exemple, vous refaites une isolation en façade, vous allez changer les fenêtres, dont les dormants. Et il est possible qu'entre le dormant et le bâti, on trouve des joints mastiques. Donc, il va vous demander de faire intervenir une entreprise pour déposer quelques dormants ou quelques éléments de dormant pour voir s'il y a ces joints mastiques. Donc, ceci dit, en attendant de le faire, il va vous dire tout ce qu'il a pu voir. Et donc, 98% des matériaux pouvant contenir de l'amiante ont déjà été identifiés à ce stade. Et il va vous dire, faites-moi juste sur les dormants, il ne reste plus que ça à faire. Donc vous allez prendre une entreprise, soit vous les avez en contrat cadre, soit vous trouvez une entreprise qui va vous faire ces investigations. Donc il faudra leur donner les points précis où doivent être réalisées les investigations et qu'est-ce qu'on compte découvrir comme matériau. Parce que si on compte découvrir un matériau contenant de l'amiante, ça veut dire que là, on va appeler une entreprise qui a formé son personnel, qui a écrit un mode opératoire et qui décrit comment il va faire. C'est ce qu'on appelle les travaux en sous-section 4. Donc l'entreprise fait ses investigations destructives dans les locaux vides de tout occupant, bien sûr, sauf si les investigations en prélèvement ne génèrent pas des films d'amiante, ce qui est quand même assez rare. Et pour faire ces investigations destructives, il faut l'autorisation du propriétaire, qui est en général le donneur d'ordre, mais pas toujours, de l'occupant, bien sûr, parce que moi, si je loue un bureau, un logement, qu'on vient me faire des trous partout, j'ai besoin quand même de donner un accord, en tout cas de discuter. L'opérateur revient, il fait ses derniers prélèvements, il rédige son rapport, et là, quelque chose qui me paraît essentiel dans la réussite d'une opération, c'est qu'il y ait visite sur place entre l'opérateur, le maître d'œuvre et le donneur d'ordre. Donc le donneur d'ordre, il est bon qu'il mette dans le marché du maître d'œuvre, quand tu recevras le rapport, tu l'étudies à ton bureau et après tu vas sur site avec le rapport et tu convoques l'opérateur de repérage. Et bien sûr, l'opérateur de repérage de lui dire, dans ton forfait, tu devras une visite sur place avec le rapport quand le maître d'œuvre t'appellera. Voilà. Et ça permet aux deux de s'expliquer sur la compréhension du rapport. Et c'est là où on verra s'il y a encore des trous dans la raquette, mais après, ce sera un peu compliqué. Le maître d'œuvre, après, va rédiger son DCE, planning, estimation du coût des travaux, validation du maître d'ouvrage. Il dit OK, on y va. Et là, j'ai mis en bleu l'analyse critique du rapport de repérage par l'entreprise de désamiantage. C'est la dernière sécurité, le dernier filet. L'entreprise de désamiantage doit, par sa réglementation à elle, quand elle reçoit un rapport de repérage, vérifier sa cohérence. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut pas s'attendre à grand-chose parce que ce n'est pas des techniciens de la construction, c'est des gens qui enlèvent du matériau, qui enlèvent de l'amiante, c'est leur boulot. Donc, par habitude, ils vont peut-être avoir des doutes, mais c'est tout. Alors aussi quelque chose d'important qui est dans le cadre jaune ici, la modification du programme de travaux exige une information de l'opérateur de repérage qui, si nécessaire, définira un nouveau périmètre et un nouveau programme. Donc ça, il faut faire les donneurs d'ordre faire très attention, les CSPS, les maîtres d'œuvre, cette trilogie, c'est qu'il peut arriver que pour des raisons diverses et variées, on modifie le programme de travaux. Dans ces cas-là, il faut prévenir l'opérateur qui vous dira, non, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai des retournés, ou dans certains cas, vous direz, si, il faut que je retourne faire des compléments. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est de la responsabilité du trio CSPS, maître d'œuvre et maître d'ouvrage, mais c'est surtout celle du donneur d'ordre. Donc une fois qu'on sait où est l'amiante, puisqu'on a fait des repérages qui, on peut espérer, soient corrects, ce qui est loin d'être le cas malheureusement, on va regarder un peu ce que nous dit la réglementation, le Code du travail. Bon, juste pour information, le Code du travail, il est dans les risques chimiques, les mesures de prévention des risques chimiques, et les entreprises doivent appliquer les dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, aux agents chimiques dangereux cancérogènes, puisque l'amiante est un puissant cancérogène, et bien sûr, l'amiante à sa propre section, les risques et dispositions à l'amiante, avec les champs d'application, et surtout les dispositions communes et toutes les opérations comportant des risques et dispositions à l'amiante. Donc si je suis un vitrier qui vient changer un carreau qui est cassé et dont le mastic contient de l'amiante, le vitrier doit appliquer tous les articles qui sont dans la section 1, dans la section 2 et dans la sous-section 2. Et en plus, doit appliquer des articles qui sont dans ce qu'on appelle la sous-section 4, des interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibre d'amiante. Donc ça fait une centaine d'articles finalement à respecter.
Quand je suis une entreprise de désamiantage qui fait du retrait d'amiante, eh ben, je veux aussi appliquer les dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, aux agents cancérogènes et les dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques. Et en plus, la sous-section 3, donc pareil, ils ont une centaine d'articles. Donc on voit ici qu'il y a un aiguillage, il y a un tronc commun, section 1, section 2, sous-section 2, et après vient se rajouter, suivant les interventions que l'on a à faire, des particularités. Donc le code du travail, les travaux qui découlent du code du travail, ils sont de plusieurs sortes. Par exemple, je dépose un clapet coupe-feu, j'enlève quelques dalles de sol dans un WC parce qu'il y en a deux de décollées. J'enlève un tronçon d'une colonne EP en amiante ciment qui est percée. Je fais de l'entretien sur des matériaux divers et variés. Je fais de la maintenance où je travaille à proximité d'un matériau qui risque d'émettre des fils d'amiante. Tout ça, ça s'appelle des interventions dans le cadre juridique de la sous-section 4, où là, les encadrants techniques, chantiers et ouvriers ont été formés, où ils ont écrit dans un document qui s'appelle mode opératoire comment ils allaient travailler, etc., etc. On va voir ça après. Quand vous démolissez un immeuble, ou un immeuble bâti, hein, ça peut être un abri vélo par exemple, ou un immeuble de logement ou de bureau, ou un hôpital, tout ça, là, ce sont ce qu'on appelle les travaux de retrait qui sont préalables à la démolition. Quand on rénove et réhabilitation, qui est notre terrain de jeu, surtout aujourd'hui, si c'est une rénovation sans risque amiante, ben là, on est tranquille, pas d'obligation de travaux de retrait, encoffrement ou recouvrement. Alors, dans certains propriétaires, vont dire moi j'ai un étage de bureau qui est vide, j'ai un logement qui est vide, mes travaux n'impactent pas l'amiante, mais comme il est vide, je vais en profiter pour le retirer. Mais ça, c'est de la politique d'entreprise, c'est autre chose. Mais si les travaux n'impactent pas l'amiante, on n'est plus dans la réglementation amiante. Par contre, s'il y a un risque d'amiante, il y a trois cas. Un, j'abandonne le programme de travaux, ça coûte trop cher, c'est trop contraignant. Je suis en site occupé, je peux pas demander à mes locataires de partir. Je suis dans les zones tendues, je peux pas les reloger momentanément ailleurs, et donc j'abandonne le programme de travaux. Après, sinon, on fait des travaux de retrait, d'encoffrement, de recouvrement, total ou partiel. Ça peut être quelques mètres carrés qui me gênent, ou total. Ou je modifie le programme de travaux pour supprimer ou limiter les travaux en présence d'amiante. Et souvent, on va trouver un mixte entre les travaux de retrait partiel et d'adapter, de modifier le programme de travaux, en gros, pour passer à un endroit où il n'y a pas d'amiante, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Ou limiter les travaux en présence d'amiante. Donc, pour faire le choix sous section 3, sous section 4, on nous a fait, le ministère du Travail nous a fait un beau logigramme en disant, présence d'amiante ne sait pas, oui, on fait du repérage. S'il n'y a pas d'amiante, on est hors champ. Et après, on nous dit, soit c'est des actions de type percement, intervention en proximité d'un matériau, ce sera la sous-section 4. Et soit c'est de la démolition sous section 3. Si c'est l'enlèvement pour réparer, remplacer ou procéder à l'entretien, si c'est dans le cadre d'une réhabilitation globale sous section 3 ou pas, sous section 4. Donc, quand je rénove un immeuble de bureau avec une opération tiroir, ce sera de la SS3. Si je rénove complètement un immeuble de logement, logement par logement, mais une opération globale, ce sera sous section 3. Sinon, si c'est au départ d'un locataire, je change les dalles de sol de la cuisine, c'est la sous-section 4. L'enlèvement ponctuel limité dans le temps et dans l'espace, en gros, ce qu'on nous dit, si sur une toiture, vous enlevez 5 ou 6 plaques d'amiante ciment pour mettre des panneaux solaires ou pour mettre des fenêtres de toit, ce sera de la sous-section 4 parce que c'est quelques dalles sur quelques plaques ondulées sur les centaines qui existent, donc c'est quelques. Si par contre l'abri à vélo qui est sur le parking où il y a 4 plaques amiante ciment à déposer parce que vous dites on va enlever cet abri à vélo parce qu'il est abîmé, il est rouillé, il est mal placé, donc on l'enlève, c'est équivalent de la démolition. Vous enlevez la totalité des plaques amiante ciment, dans ces cas-là, vous serez en sous-section 3. Voilà, ce qui est curieux, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que nous dit le ministère du Travail. On a aussi des enlèvements périphériques. Des enlèvements périphériques, c'est par exemple, je reviens, j'enlève mes dormants sur mes fenêtres et il y a un joint mastic.
quand on enlève le dormant, on n'enlève pas de l'amiante parce que le dormant est en bois, mais en l'enlevant, je vais attaquer et abîmer le doigt mastic qui lui contient de l'amiante, et donc cette opération, on la fera en sous-section 4, même si on touche. Le but du jeu, pour l'instant, n'est pas d'enlever l'amiante. Et il y a les cas où on va recouvrir. On a de la dalle de sol, ben on va la recouvrir par une moquette ou par une nouvelle dalle de sol ou un carrelage. Donc on nous dit que le mot encapsulage regroupe les notions des étanches, solides, durables, et quand c'est de l'encapsulage, vous devez faire appel à une entreprise qui détient un certificat de qualification pour le retrait de l'amiante. Quand c'est pas de l'encapsulage, par exemple une moquette collée double face, quand c'est un lino, quand c'est poser un parquet par-dessus, ça, ce sera de la sous-section 4. Donc au recto, donc ça, c'est des choses que vous pouvez télécharger sur cette ministère du Travail, et au recto, au verso, vous avez des petits numéros avec tout le mode d'emploi qui apparaît derrière. Les travaux en sous-section 3, ben, on appelle une entreprise qui détient un certificat de qualification qui évalue le niveau d'empoussièrement. Si on est en niveau 1, on a des protections individuelles et collectives à mettre, un film de propreté sur les surfaces susceptibles d'être polluées, une zone de décontamination, une douche d'hygiène, un vestiaire d'approche. En niveau 2, ben, on va nous demander des choses, des protections plus importantes. Donc là, on nous demande un renouvellement d'air de 6 volumeurs, une dépression de 10 pascal, un sas équipé d'au moins 3 contenants avec 2 douches, un vestiaire d'approche, un sas déchet, un groupe électrogène. Et en niveau 3, on nous demande 2 films de propreté, un renouvellement d'air de 10 volumeurs, une dépression supérieure à 10 pascal et pareil des sas. Les appareils de protection respiratoire aussi augmentent. Bon, il y a un cas particulier, c'est quand on est sûr, certain, garanti, je jure, d'avoir moins de 5 fibres, la réglementation n'exige pas de mettre des équipements de protection individuelle ou d'appareils de protection respiratoire et pas de moyens de protection collective. Et ça ne marche que quand on est sûr et certain. Donc l'entreprise, elle doit rédiger un plan de retrait qu'elle envoie pour information à l'inspection du travail un mois avant le début des travaux. Le un mois, c'est pour préparer que l'entreprise, c'est un délai légal de préparation pour que l'entreprise prépare son chantier. Donc voilà une zone en niveau 1, on met un film de propreté là où il y a besoin. En sortie, je me dépoussière avec un aspirateur à filtration absolue. Je pulvérise de l'eau sur ma combinaison que j'enlève, que je mets dans un sac amiante et je me rhabille. Donc là, j'ai un vestiaire en fait qui peut être une petite pièce, qui peut être un local dans un couloir où on met un paravent pour pas être à la vue de tout le monde. J'ai des porte-manteaux, j'ai des sièges, j'ai éventuellement un convecteur, du chauffage. Et à côté, si l'opération dure un petit peu, j'ai une zone de repos avec table, chaise, boisson chaude, boisson froide. Voilà le classique d'un chantier dit en niveau 1. Quand on est en niveau 2 ou 3, ben là, j'ai 1 ou 2 films de propreté. J'ai un renouvellement d'air de 6 volumeurs en niveau 2, 10 volumeurs en niveau 3. Pour avoir ce renouvellement d'air, il me faut des entrées d'air, donc ils vont passer par le sas personnel, par le sas déchets, et je vais créer des entrées d'air complémentaires. On me demande de mettre une fenêtre de vision. Pour avoir le renouvellement d'air, je vais mettre des extracteurs. On me demande aussi de mettre un extracteur de secours. J'ai une zone de repos avec table chaise qui est à côté du vestiaire. Dans le vestiaire, j'ai des sièges, j'ai un miroir, j'ai des armoires vestiaires, j'ai un bureau, j'ai des sas, au moins 3 compartiments avec 2 douches, plus là j'en mets un 4e pour m'essuyer, me mettre mon peignoir et aller me rhabiller. J'ai un groupe électrogène en cas de coupure EDF. Pour les empoussièrements supérieurs, on va dire à 800 fibres, j'aurai un compresseur d'air respirable qui m'enverra de l'air comprimé propre de dehors dans le masque. J'ai une zone de stockage des déchets et j'ai une zone de stockage des consommables. Donc on voit qu'en termes de place, ça prend énormément de place. Aussi, un point je voudrais voir avec vous, la métrologie. La métrologie, c'est 10% à peu près d'un marché de travaux de désamiantage. Enfin, au moins 10%. Donc, ce qui est demandé dans cette réglementation Code du travail, c'est avant de démarrer le chantier, de faire des mesures dans la zone de travail et dans l'environnement de la zone de travail. Par exemple, là, c'est des bureaux. La zone de travail, elle est ici. Ça, c'est la zone chantier, en gros, ici, en blanc. Et là, j'ai un bureau là, j'en ai un là, j'en ai un là. Donc là, j'en fais un dans la zone et ici, dans l'environnement. Donc au départ, je suis censé avoir 0 fibre ici, 0 dans le bureau là et 0 sur le palier ici. Pendant le chantier, ici, j'aurai 10, 50, 1000, 10 000 fibres. Ici, je devrais toujours avoir 0 et ici 0. Et à la fin du chantier, je devrais toujours ici avoir 0 et là 0. Et là, je devrais revenir à 0.
j'ai mes extracteurs de secours. Donc, sortie des extracteurs, je dois faire des mesures d'air. Au poste de travail, je dois faire des mesures d'air. Dans la zone d'approche, donc sas déchets, sas personnel, je dois faire des mesures d'air. Dans la zone de repos, je dois faire des mesures d'air. Donc, on a quand même un certain nombre de mesures et c'est, je vous ai dit, 10% du coût du marché de travaux. En fin de travaux, il est bon quand même de vérifier que tous les chantiers ont été faits correctement, qu'il n'y a plus d'amiante, plus de matériaux, les matériaux ont bien été retirés en tout cas. Et donc, la réglementation française, pour ces contrôles en fin de chantier, nous demande, il y a deux façons de faire les contrôles. Il y a l'examen visuel avec mes petits yeux, quitte à mettre mes lunettes, et est-ce qu'il y a des fibres d'amiante dans l'air. Donc, je fais des prélèvements d'air dans la zone où on a fait les travaux. Donc, le Code du travail, lui, demande aux entreprises, quel que soit le matériau, de vérifier que toutes les zones susceptibles d'avoir été polluées sont tous les matériaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amiante. Donc ça, c'est la responsabilité de l'entreprise. Les zones susceptibles d'avoir été polluées, quand je dépose de la toiture, c'est bien sûr, est-ce que les plaques amiantes ciment ont été retirées, les ardoises s'est retirées, mais est-ce qu'il n'y en a pas dans les combles, il n'y en a pas dans les gouttières, et il n'y en a pas aussi par terre, sur la pelouse, dans les broussailles et autres. C'est ça, les zones susceptibles d'avoir été polluées. Et après, l'entreprise nous doit aussi, avant démantèlement du confinement, après examen visuel et dépose de l'ensemble des films de propreté, des polyanes qui ont été mis dans la zone, de faire venir son laboratoire qui vient faire des prélèvements, quel que soit aussi le matériau. Donc ça, l'entreprise, c'est les zones susceptibles d'avoir été polluées et les mesures d'air. Après, nous doivent un examen. Le Code de la santé demande au propriétaire, pas de maître d'ouvrage, la casquette propriétaire de l'immeuble, pour les matériaux de la liste A et B uniquement, et si les locaux sont récupérés, c'est-à-dire pas démolis, vous devez, le maître d'ouvrage, le propriétaire, doit faire appel à un opérateur d'opérage, diagnostiqueur, qui vient vérifier si la zone traitée, il n'y en a plus. Donc, il rentre dans une pièce, les dalles de sol ont bien été retirées, il vérifie qu'elles ont bien été retirées. La toiture, il va vérifier que la toiture a bien été retirée. Il va pas forcément regarder dans les combles et il va faire le tour du bâtiment dans la pelouse et dans les broussailles pour voir s'il y a de l'amiante. Lui, c'est la surface traitée. Et après, à l'issue de tous les travaux, donc vous avez des travaux, tous les TCE sont terminés, vous avez réceptionné les travaux de réhabilitation inclus, juste avant la récupération des locaux, le chauffage, la clim, la ventilation, tout ça a été remis en route. Et quand c'était des matériaux de liste B, A et B, le propriétaire appelle son laboratoire qui vient faire ce qu'on appelle les mesures seconde restitution. En sous-section 4, on n'a pas tout ça à faire, donc enfin on peut les faire. Il y a toujours encadrement chantier technique et opérateur, qui évalue le niveau d'encaissement, qui rédige un mode opératoire que l'entreprise envoie à son inspecteur du travail, là où il y a son siège social. Et juste avant une semaine, enfin au moins une semaine avant, de mon point de vue, enfin avant en tout cas dit la réglementation, le démarrage de la première opération, il l'envoie à l'inspecteur du travail du lieu où aura lieu la première opération. Après, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Niveau 1, on a des masques à mettre, des M2P, TH3P, des combinaisons jetables et un film de propreté. En niveau 2, j'ai le droit plus qu'à certains d'autres masques, un film de propreté, un renouvellement d'air de 6 volumeurs, une dépression de 10 pascal. Pareil pour le niveau 3, avec la dépression, elle, le renouvellement d'air qui passe à 10 volumeurs. Donc on retrouve ici la même chose qu'en niveau 2 ou ce qu'on a vu tout à l'heure en niveau 3, sauf que là en sous-section 3, on nous demande de mettre des sas qu'on ne nous demande pas ici. Voilà. Après le premier chantier, l'entreprise n'envoie plus le mode opératoire. Il est générique France entière. Donc si j'avais un chantier, mon siège social est à Bobigny, je l'envoie à l'inspecteur du travail de Bobigny. On me demande de faire un chantier à Paris 20e, je le fais à Paris 20e. Bon, voilà, et donc là, je l'envoie avant de démarrer à l'inspecteur du travail de Paris 20e. Si après, dans 2 mois après, on me demande d'en faire un à Levallois ou je ne sais où, je le fais à Levallois, j'ai plus besoin de l'envoyer. Ça, c'est une particularité de la sous-section 4. Donc là, pareil, on me dit un ou deux films de propreté, j'ai ma zone de repos, j'ai une zone quand même pour, je m'aspire avant de sortir, je mouille ma combi, je me rhabille, voilà, j'ai mes extracteurs pour avoir en niveau 2 et en niveau 3 pour avoir mes renouvellements d'air. Donc j'utilise des aspirateurs à filtration absolue, ce qu'on appelle homologué poussière cancérogène. J'ai éventuellement une douche d'hygiène, j'ai de la rubalise pour délimiter le chantier, j'ai un pulvérisateur d'eau. Pour le dépercement, j'ai des poches de percement. Je mets mes sacs, tous mes déchets en sac amiante qui vont aller dans des big bags avec un scellé avec le numéro de SIRET de l'entreprise. Voilà comment ça se passe.
Alors, aussi la bonne nouvelle du jour, la Fédération française du bâtiment a demandé au PPBTP de faire une campagne de mesure lors de travaux en sous-section 4. Donc, il y a eu un moment 136 chantiers contrôlés, 114, la concentration en fibres d'amiante était moins de 5 fibres, 16 a été comprise entre 5 et 10 fibres, ça veut dire que sur 129 chantiers contrôlés, la concentration était inférieure à 10 fibres sur les 136. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Alors on nous dit ici, de résultats 267 et 93 fibres ont donné, dont un de niveau 2, ont été obtenus lors d'interventions sans aucun moyen de protection collective mis en œuvre. Pas d'humidification, pas d'aspiration à la source. Donc on voit ça, c'est l'humidification et l'aspiration à la source, c'est le b.a.-ba d'une entreprise qui intervient sur l'amiante. Ben, quand on n'applique pas, le coup près tombe, c'est des mesures en fibre d'amiante colossales, très importantes. Enfin, vos déchets, vous le savez ou pas, ou peut-être, depuis le 1er janvier 2022, les BSDA papier n'existent plus, sont encore tolérés jusqu'au 30 juin, mais maintenant tout le monde doit passer par le site Track Déchets. Donc voilà, voilà un BSDA suivant la nouvelle réglementation. Donc le numéro du BSDA est donné par Track Déchets. Le maître d'ouvrage, il va mettre sa croix ici pour les matériaux dont objet du marché. Donc, il va mettre ses coordonnées, son numéro de siret, téléphone, l'interlocuteur et l'adresse du chantier. Pour les déchets EPI, Polyane, que l'entreprise a amenés, elle va être ici aussi producteur de ses propres déchets et l'entreprise va renseigner sa partie ici. Là, il y a un code déchets qui est dans une liste qu'on retrouve dans une annexe d'une décision européenne. Le nom du matériau, amiante lié, amiante ciment, lié à des matériaux nets, et le maître d'ouvrage, une fois que ça c'est renseigné, bien sûr, il va signer. Voilà. Et dater. Alors bien sûr que le maître d'ouvrage, quand il y a un maître d'ouvrage, il a intérêt à demander à son maître d'œuvre de vérifier que le code déchet qui a été mis ici par l'entreprise en général soit correct. Voilà. Alors, donc nos déchets, ils vont soit les déchets de construction par un transporteur en centre d'élimination pour déchets non dangereux, ou de temps en temps notre brossage provisoire pour les petites quantités, voire en vitrification. Les déchets d'amiante non inertes et les EPI peuvent aller, vont en général en installation de stockage pour déchets dangereux ou en entreposage provisoire. Alors aujourd'hui en France, une réglementation de 2016 autorise que certains déchets non liés comme les dalles de sol, comme les flocages, puissent aller en centre d'élimination pour déchets non dangereux, mais il faut que le centre d'élimination fasse la demande et réussisse à avoir un arrêté préfectoral l'autorisant. Pour l'instant, il n'y a que 5 centres d'élimination de déchets non dangereux qui peuvent accepter des déchets dangereux en France. Voilà. Écoutez, j'ai terminé ma petite présentation, donc maintenant je suis tout oui pour répondre à vos questions, dont certaines j'ai déjà que j'ai déjà reçues. Donc voilà, rappelez-vous, pour poser une question, vous avez le mode d'emploi ici. Alors, j'ai déjà eu une quinzaine de questions. Donc la première, je vais essayer d'y répondre. Le difficile choix du maître d'ouvrage entre une intervention SS3 n'est pas toujours évidente, même avec le logigramme. Ça, c'est clair. Ça, je suis d'accord. C'est pas évident. Alors, ceci dit, est-ce que c'est grave, docteur? Sous section 3, sous section 4, c'est pas une sous-protection sous section 4. C'est un cadre juridique, SS3, SS4. Ce n'est qu'un cadre juridique. Dans tous les cas, les gens sont formés au risque amiante. C'est un arrêté d'avril 2015, pour pas dire des bêtises, qui décrit le programme et la durée de formation pour les gens qui interviennent en sous-section 3 et en sous-section 4. Donc, ils sont formés au risque amiante. Les protections individuelles et les appareils de protection respiratoire, ce sont exactement les mêmes que vous soyez en sous-section 3 ou sous-section 4, puisque que vous respiriez 300 fibres dehors, dedans, en sous-section 3 ou en section 4, c'est toujours 300 fibres que vous risquez de respirer, donc on va vous protéger de la même façon. En termes de documents,
quand je suis une entreprise qui fait du retrait d'amiante, j'écris la façon dont je vais intervenir dans un document qui s'appelle plan de retrait, que j'aurai envoyé un mois avant le début du travaux à l'inspection du travail. Quand je suis dans le cadre juridique de la sous-section 4, j'écris un document qui s'appelle mode opératoire, la façon dont je vais intervenir, et je l'aurai envoyé à mon inspecteur du travail et à celui du premier chantier. Donc, dans tous les cas, j'ai écrit aussi comment je vais intervenir. Et en termes de protection collective, quand je suis en niveau 1, ce qui est la plupart des interventions SS4, j'ai les mêmes protections qu'en SS3. La seule différence, c'est qu'en SS3, on va me demander une douche d'hygiène en sortant. D'hygiène, pas de décontamination. Voilà, c'est la seule différence. Donc on s'aperçoit qu'en fait, différence SS3, SS4, il y en a quasiment pas dans les faits. Après, c'est un cadre juridique, mais donc le fait de penser que c'était SS3, SS4, c'est pas bien grave. Alors qui décide SS3, SS4? C'est le maître d'ouvrage. C'est lui qui décide, qui fait son choix. C'est écrit clairement dans les logigrammes. Le ministère du Travail l'a dit plusieurs fois. C'est de son ressort. C'est pas le ressort du maître d'œuvre, de l'inspecteur du travail, de la CARSAT. Après, les uns et les autres peuvent dire, bah non, vous auriez dû ci ou ça. Bon, il y a eu un jugement en France, hein, j'en parle dans le complément technique, qui dit que le juge a dit circuler, il n'y a rien à voir. Effectivement, les gens sont protégés, les gens sont formés. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de, on peut pas mettre au pénal une entreprise pour ça. Bon, voilà. Y a-t-il l'obligation d'analyser l'étanchéité du toit d'un bâtiment ancien en vue de la construction d'un ascenseur qui s'accroche à la façade? Voilà, je comprends pas trop la question. Si j'interviens sur la toiture, je dois regarder effectivement s'il y a de l'amiante dans la toiture. Si j'interviens pas dans la toiture, je regarde pas. Alors, si effectivement euh, l'ascenseur est accroché à la façade et à un moment, pour des raisons diverses, je suis obligé d'accrocher quelque chose sur la toiture, en momentané ou pas, il faudra bien que je regarde. Sinon, il y a pas. On regarde là où on fait les travaux. Donc, si j'interviens sur la façade, je regarde la façade. Si à un moment je dois intervenir sur la toiture, je vais regarder là où je vais intervenir sur la toiture. C'est même pas toute la toiture, c'est là où s'il y a des fixations, on va regarder là où on les fait, les fixations, c'est tout. Voilà. Qui doit commander un rapport repérage avant travaux entre locataire qui doit faire les travaux et un propriétaire? Ça, c'est une question qui est intéressante. Ce que dit la réglementation, c'est celui qui commande des travaux. Donc, un locataire qui fait des travaux dans un appartement, bien sûr, il va demander l'autorisation au propriétaire de faire les travaux, mais c'est à lui, locataire, de faire le repérage et il a l'obligation de donner le rapport au propriétaire. Voilà, ça c'est ce que dit la réglementation. On a eu des jugements, alors pas sur du logement comme ça, mais sur des routes où les gens qui posent des réseaux, hein, actuellement on voit ça, qui font des tranchées, demandaient à la mairie ou au département de repérer l'amiante quand ils allaient ouvrir leur tranchée. Et il y a eu plusieurs jugements qui vont tous dans le même sens. C'est celui qui commande des travaux qui fait. Donc je m'appelle machin réseau, Bouygues Eiffage réseau. J'ai l'autorisation de poser des câbles, des conduits. J'ouvre la tranchée. Et ben c'est moi qui commande, qui est demandeur. C'est à moi de repérer cette amiante. Bien sûr, si c'est la mairie qui commande les travaux pour refaire des raisons d'adduction d'eau ou pas, c'est la mairie qui va regarder. Mais sinon, c'est celui qui commande. Alors, quid des possibles recours après un achat d'un immeuble avec diagnostic amiante vierge de la découverte d'amiante lors du diagnostic avant travaux? Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, lors d'une vente, c'est uniquement les matériaux de la liste A et B. Donc, en gros, flocage, calafusage au plafond, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure, hein, pour faire très simple. Donc, si à un moment, l'opérateur dit il y a des dalles de sol, mais on lui demande pas de regarder la colle, par exemple. Donc, si on découvre après, pas de bol. Alors, ce qu'il faut faire attention malgré tout, c'est les obligations de conseil, c'est que clairement dans le rapport, il doit être marqué que ce rapport est un repérage des matériaux de la liste A et B, de bien indiquer que c'est, de bien montrer ce que c'est les matériaux de la liste A et B, les identifier et de dire qu'on s'est limité uniquement qu'à ça, et donc tous les autres matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas été recherchés. Donc ça, c'est en termes de transparence. À partir du moment où c'est écrit clairement, logiquement, il n'y a pas de souci. Le prix ratio par type d'intervention, si c'est du repérage ou des travaux, c'est un peu compliqué. J'ai pas comme ça à vous donner. Voilà. Je pourrais.
J'ai éventuellement des choses. Alors, je vais quand même être gentil parce que euh, donc ça vous demandait quelques petites secondes de retrouver les documents. Donc je vais vous montrer suite à cette demande. Pof pof, c'est plus très loin. Ça, ce que vous voyez, c'est mon support de formation quand je fais les formations maîtrise d'œuvre amiante dont nous n'avons pas parlé. Alors, voilà, ici, c'est des ratios pour le repérage. Hein, pour un logement, en gros, c'est 1 000 euros, quoi, voilà. Un bâtiment de 5 000 mètres carrés, c'est plutôt 8 000. Un bâtiment de 10 000 euros, de 10 000 mètres carrés, faut s'attendre autour de 15 000. Si c'est du bureau, 1 000 à 5 000 mètres carrés, bah, pareil, 10 000. 5 à 10 000, 15 000. Bon, allez-y, HERP. Là, on monte à des 50, 80, 100 000 euros. Voilà pour du prix de repérage. Bon, un repérage avant travaux, hein, bien sûr. Pour les travaux, je vais essayer de vous montrer des ratios. Il suffit que je remette la main dessus. Voilà. Donc ici, c'est des ratios pour 400 mètres carrés. Donc voilà, parce que les ratios, bien sûr, ça dépend des surfaces. Donc j'ai ici, on dit que pour un flocage, c'est entre 150 à 300 euros le mètre carré hors taxe sur les surfaces planes. Ça va jusqu'à 100 mètres carrés pendant les locaux techniques complexes. Les dalles de sol, c'est plutôt 40 euros le mètre carré. Dalles plus colle, 80. Dalles plus colle plus ragage, 110. Les enduits ciment, on prend les surfaces au sol parce que sur les murs, c'est compliqué. Environ 150 mètres carrés. Les enveloppes de calorifuge sur les eaux glacées, c'est 80 euros. On change le conduit d'ailleurs. Et les plaques ondulées, c'est autour de 20 à 30 euros le mètre carré. Tout compris, hein, déchets compris, tout compris. Voilà, ça c'est pour 400 mètres carrés environ. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Les CDD peuvent-ils manipuler des produits ayant pu être en contact avec l'amiante ou application de l'article D 4154-1? L'article D 44-54-1, il est clair, pour les flocages calorifugage au plafond, c'est niet, voilà. Il y a des interdictions qui sont clairement posées. Donc les CDD, dans certains cas, c'est non, dans certains cas, c'est oui. Alors, quelle formation devons-nous passer en tant que maître d'œuvre, attestant de notre capacité à juger un plan de retrait ainsi que la bonne méthodologie proposée par l'entreprise? Bah, écoutez, l'OPQTEC par exemple et l'OPQI pendant des années disaient une formation de 5 jours. Voilà, donc il y a des formations. Moi, je ne peux que vous inciter. Il y a un organisme qui fait ça très bien, qui est Formamiante à Lille et à Paris, voisin de Bretonneux et Bailleul. C'est des formations de 5 jours. Là, le diaporama que je vous avais vu passer comme ça rapidement, c'était ça. Donc il y a des formations de 5 jours. Voilà, des maîtres d'ouvrage font en ce moment des formations de 2 jours. Donc le minimum syndical, c'est 5 jours. Donc les formations maîtrise d'œuvre qui existent, c'est 5 jours. Après, les formations pour les encadrants techniques, qui sont donc les responsables d'entreprise de désamiantage, qui sont elles de 2 semaines. Mais eux, là, ne sont pas du tout adaptés à votre problématique, puisque vous, votre problématique, c'est la maîtrise d'œuvre. C'est pas le choix du matériel, comment acheter le matériel, c'est pas comment toute la réglementation sur le suivi médical des camarades travailleurs et autres. Donc on ne parle pas de la même chose. Voilà.
Alors, des règles simples d'estimation des quantités et coûts permettant d'estimer une phase de programme et non en phase de projet. Là, non, enfin, moi, je suis plus chez Artelia, hein, je travaille plus depuis quelques années maintenant, j'ai plus les ratios. Bon, ça, c'est au fil du temps. Est-ce exact qu'il n'y a pas d'obligation à transmettre des informations aux locataires sur la liste B? Ben oui, malheureusement. Et s'il y a eu un incident, exemple dégâts des eaux, que les travaux ne sont pas dans l'immédiat, faut-il faire des mesures d'empoussièrement? Il faudrait bien sûr faire un rapport avant travaux. Comment être sûr que le locataire ne risque rien? Dans ces cas-là, alors liste B, malheureusement, c'est pas pour moi, malheureusement, c'est pas obligatoire, ce qui est, je trouve ça regrettable, mais c'est comme ça, en tant que citoyen en tout cas. S'il y a un dégât des eaux et que la peinture s'écaille, il est quand même bon d'envoyer, pas forcément de phase d'analyse d'air, mais au moins envoyer un opérateur d'opérage, faire des prélèvements sur les plâtres qui ont pu, parce que la peinture contient de l'amiante sur les peintures glycéro et autres de logement, ça, il paraît, il y en a qui en ont vu, moi j'en ai jamais vu en 25 ans, mais bon, voilà. Mais par contre, effectivement, si vous vérifiez, c'est de l'amiante. Là, on fait un prélèvement de matériaux, enfin du matériau qui est abîmé. S'il y a de l'amiante, on peut faire des malisières, mais faisons des choses dans l'ordre. Est-ce que déjà c'est de l'amiante? Quelle est la différence entre sondage et prélèvement? Je pense qu'on l'a vu sur la zone présentant ces études d'ouvrage. Un sondage, c'est pour vérifier qu'un matériau est similaire. Voilà. Le prélèvement, c'est pour dire est-ce qu'il contient ou pas de l'amiante. Donc on va faire 5, 10, 15 sondages, mais on va faire que 1 ou 2 prélèvements. La réglementation n'a toujours pas changé avec le microphasir. Aucune conclusion ne peut être rendue sans un prélèvement. Oui, bien sûr. Le microphasir, c'est un sondage, c'est une aide. Ceci dit, l'utilisation pour moi du microphasir, le jour où on vous dit un coup je te vois, un coup je te vois pas, vous faites avec le microphasir, il est d'accord avec ça, ça marche très bien. Après, ça permet de conclure comme outil de sondage, hein, besoin de présentant similitude d'ouvrage. Ça, vous avez le droit. Par contre, si vous l'utilisez sur un matériau qui vous dit amiante, il faudra de toute façon prélever pour dire. Ça, c'est la réglementation française qui est comme ça. En Roumanie, ils utilisent de l'infrarouge, c'est leur façon de faire du comptage, qui marche aussi. Hein. Moi, j'allais travailler en Roumanie un moment pendant 3 semaines, un mois. Tous les prélèvements ont été analysés en Roumanie avec de l'infrarouge. Quand je suis revenu en France, on les a fait en méta, c'était le même résultat. Mais on nous dit qu'en France, le méta est beaucoup plus précis. Donc voilà, c'est comme ça. Ceci dit, je ne conçois pas qu'un opérateur d'opérage n'ait pas dans sa caisse à outils un phasir. Veritas en a 3, Caliconsult en a un, Socotec je crois en a un, etc., etc. Donc un bon opérateur Manexi, comment il s'appelle, Contex hors Paris, Qualitat, ils en ont un. C'est des outils quand même qui sont importants à pouvoir utiliser. Ils se louent aussi, hein, le phasir. Alors, on évoque parfois des mesures de fin de chantier réalisées par l'entreprise. Quelle est la différence avec la mesure de première institution? La première restitution, elle est d'obligation réglementaire. Voilà, on ne peut pas faire venir d'autres entreprises tant qu'on n'a pas cette mesure première restitution. C'est celle qui permet à l'entreprise de désamiantage d'arrêter les extracteurs, de replier son confinement, et après au TCE de venir. La première, la mesure en fin de travaux n'existe pas dans la réglementation. Elle a été mise en place par les labos et les entreprises. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas bien. En France, depuis des années, et la réglementation nous le dit, on doit retirer les films de propreté, donc les polyanes qui sont sur les murs, les parois, etc., avant de faire la mesure. Les labos, bien ils n'ont pas le droit de poser une pompe libératoire tant que les polyanes sont là, ils posent quand même. Mais les films de propreté, ça porte bien son nom, c'est eux qui protègent pour pas salir les murs. Donc c'est eux qui sont sales. Ils gardent les films de propreté, ils font la mesure, donc là il y a 0 fibre comptée, et après on retire les films de propreté, et là on met 10, 20, 50 fibres, moi j'ai vu le maximum c'est 55 fibres, en retirant les films de propreté, et on ressalit, on en remet partout. Alors après, oui, on va dire, ah oui, mais alors comme on a tout ressali après, on va refaire une mesure. Bon, si vous êtes actionnaire de laboratoire, faites des mesures de fin de chantier. Si vous ne l'êtes pas, veillez plutôt à ce que les laboratoires et les entreprises respectent la réglementation, c'est-à-dire fassent ces mesures correctement, les mesures libératoires correctement. Alors, il n'est pas nécessaire d'effectuer un plan de retrait dans le cas de sous-section 4. Non, il n'y a surtout pas à faire. Dans ces cas-là, c'est l'entreprise a fait un mode opératoire. Voilà. Alors, un mode opératoire, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ça se fait pas qu'au claquement de doigts. Il faut que l'encadrant rédige le mode opératoire, demande l'avis de son CSE, de son médecin du travail. Donc ça, qu'il le fasse et qu'il ait l'avis de tout le monde, il faut compter bien 2 à 3 semaines. Et après, il l'envoie à son inspecteur du travail et il l'envoie quelques jours avant de démarrer, à l'inspecteur du travail du site. Donc en gros, il faut 3 semaines, un mois
entre le moment où on lui demande et le moment où il peut commencer ses travaux. Mais le plan de retrait, c'est pas un plan de retrait, voilà. C'est pas nécessaire. Il faut pas. Si vous envoyez un plan de retrait, c'est sous section 3. Voilà. Bonjour, pourriez-vous nous donner des ratios ou coûts supplémentaires pour un travail des travaux effectués en CS4? A-t-on des ratios coûts au mètre carré? J'ai pas comme ça ou non. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est en gros un camarade travailleur en SS4, ça se vend 20 € de l'heure et en SS4 une quarantaine, en sous-section 3 une quarantaine d'euros de l'heure. Pour les DSDA dématérialisés, où se trouve l'écrit du tolérant jusqu'à fin juin? Bah, ça doit être dans l'arrêté. Voilà, je l'ai plus en tête l'endroit exact, mais je suppose que c'est dans l'arrêté. Bonjour, quel est approximativement le coût du dépose au mètre carré d'une couverture Figro et le coût du traitement élimination? Alors moi, j'ai un coût, le total, c'est entre 20 et 30 euros le mètre carré, sans élimination comprise, hein, tout compris. Normalement, ça ne doit pas dépasser 30, pour 400 mètres carrés, on ne doit pas dépasser 30. Alors, sur les coûts de dépose de toiture amiante ciment, c'est le délire, hein. Vous avez des gens qui sont raisonnables autour de 20 € et vous avez des gens qui sont à 50 ou 60 € le mètre carré. C'est du grand n'importe quoi. Donc, ce que je peux conseiller, c'est déjà de consulter des couvreurs. Voilà. Et parce que c'est leur métier, ils savent monter en toiture, ils savent protéger. Et après, voilà. Alors, nous n'avons jamais les quantités d'MPCA dans les rapports avant travaux. Pouvons-nous exiger ces quantités pour les dossiers de consultation d'entreprise? Normalement, il n'y a même pas besoin de le mettre dans les consultations. Enfin, les opérateurs de repérage vous le doivent. Donc, si depuis le 16 juillet, toutes les commandes que vous avez faites depuis 16 juillet 2019, il doit y avoir les quantités. Donc, dans ces cas-là, vous leur demandez d'être conformes. Et s'ils veulent pas s'y faire, bah vous saisissez l'inspection du travail qui est chargée de vérifier ça. Il y a toute une campagne en ce moment de contrôle de l'inspection du travail. C'est ce que m'a dit le ministère, c'est en cours, de contrôler justement que c'est bien fait. C'est une obligation réglementaire, donc tous les rapports édités, faits et commandés depuis le 16 juillet 2019, il doit y avoir. Donc il faut leur demander, c'est tout. C'est une obligation réglementaire, s'ils veulent pas, vous saisissez leur organisme de certification et vous saisissez l'inspection du travail parce que ça commence à bien faire. Quelle formation devons-nous passer en tant que maître d'œuvre en testant notre capacité à juger demande de retrait, ainsi que donc ça je l'ai dit. Voilà, c'est une semaine. Voilà, il y a des formations d'une semaine. Alors, je rencontre un cas de plainte avec de la colle amiantée. Je dois déposer les cloisons en briques où elles sont collées. Si je dépose les cloisons avec les plaintes toutes collées, est-ce que je dois faire SS4? Oui, à partir du moment où vous retirez de l'amiante, il y a quand même un risque, même s'il est faible, donc SS4. Alors, vous pouvez faire du SS4 en niveau 1, voire à moins de 5 fibres. Si on peut garantir, l'entreprise peut garantir que de la façon dont elle va le faire. Mais ce sera quand même du SS4. Mesures de seconde résiliation, quelles sont les obligations applicables quand il y a des réserves suite à une réception dans les lieux sujets à ces mesures? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mesures de seconde résiliation, c'est des mesures qui se font au moment où on rend les clés aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont réintégrer les locaux. Si c'est un commerce, on rouvre le commerce. Quand c'est des bureaux, ben, les gens retournent dans leurs bureaux. Quand c'est du logement, les gens retournent dans leur logement. C'est à ce moment-là qu'on les fait. Qu'il y ait des réserves, alors si c'est des réserves travaux TCE, peu importe. Le déclenchement, c'est la réoccupation des locaux. Quelles sont les exclusions pour les DOM concernant l'arrêté de janvier 2022? Alors, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des exclusions pour les DOM. Je sais que de plus en plus dans les DOM, ils commencent à avoir leur laboratoire. Je crois savoir qu'en La Réunion, ils vont avoir leur centre d'élimination pour déchets dangereux. Voilà. Alors, lorsque le matériau contenant de l'amiante est masqué par un bardage extérieur, une cloison de doublage, quelle est l'obligation du propriétaire pour la vente de la maison? Bah, si vous le savez, c'est de le dire à l'acheteur, c'est tout. Il n'y a pas d'obligation de travaux en France, hein. Obligation de travaux, c'est uniquement pour les flocages, quadrifugage et faux plafond. C'est les obligations que l'on ait. Je vois que mon écran est parti. Voilà. Quelle assurance est-il nécessaire pour faire de l'encapsulage? Il faut demander à votre assureur, mais c'est les mêmes que pour le retrait. Comment définir un éventuel vice caché? En fait, ce que dit la réglementation, c'est il y a les listes A et B à donner. Si vous ne les donnez pas, on rentre dans ces problèmes de vice caché. Et ça, alors,
Y a-t-il des risques évalués pour les alternatives, fibre de verre, fibre de roche? Alors, à ma connaissance, fibre de roche et verre ne sont pas cancérogènes puisque les diamètres des fibres ne leur permettent pas d'aller dans les alvéoles pulmonaires. Voilà, c'est plus que ça. Par contre, on a de l'asthme chronique. Pour l'instant, personne n'a pu montrer quoi que ce soit là-dessus. Alors bien sûr qu'il y a des risques. Voilà, inhaler des fibres de verre, de roche, ça peut donner notamment de l'asthme chronique. Pour les interventions urgentes suite à un péril incendie, doit-on toujours proposer le plan de retrait pour la SS3 ou mode opératoire SS4 vis-à-vis de l'inspection du travail? Alors, urgente suite à péril ou incendie, doit-on toujours proposer un plan de retrait pour le SS3? Oui. De toute façon, il faut déposer un plan de retrait. Alors, on vous dit en situation d'urgence et un sinistre, vous avez 8 jours. Vous pouvez démarrer au bout de 8 jours. Bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant, si c'est vraiment une situation d'urgence, moi, c'est tout de suite. J'ai eu un jour à traiter le flocage d'un hall d'entrée d'un immeuble qui est tombé avec le Nargalto. La petite fille de 8 ans qui était là, elle a été partie à l'hôpital avec une balafre de 10 cm, 8 points de suture. Mais le flocage qui était par terre, on l'a fait retirer tout de suite. Voilà, par une entreprise. Je ne sais plus si elle était SS3, SS4 et quelque part on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit formée au risque amiante, qu'elle ait des aspirateurs à filtration absolue, qu'elle ramasse tout ça. Et on lui a fait aussi aspirer tout ce qui était prêt à tomber du flocage au plafond. Et après, on a fait un plan de retrait pour enlever le flocage au plafond 8 jours après, ce qui restait du flocage qui était encore accroché. Voilà la façon de faire. Sur un chantier, nous avons découvert que les enduits des murs sont amiantés. Est-ce que je pourrais coller par-dessus des plaques de plâtre pour effectuer les travaux de peinture pour éviter de désamianter? Bon, même sur les enduits, alors les enduits, je ne sais pas si c'est des enduits ciment, mais peindre sur les enduits ciment, le risque amiante, je ne vois pas trop où il est. Hein. Maintenant, vous pouvez mettre du plaque de plâtre, vous pouvez mettre une toile, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comment peut-on isoler une gaine fibro accrochée à la façade d'un immeuble en briques 18 ou 19 siècle? Comment peut-on isoler une gaine fibro accrochée à la façade d'un immeuble en briques? Pourquoi vous voulez l'isoler? Soit on l'enlève, on en remet autre chose, mais je sais pas. Là, ça demande une étude, donc un architecte, un maître d'œuvre. Bonjour, dans le cadre d'un retrait de carrelage, carcolle amianté dans une maison mitoyenne, il est prévu un groupe électrogène très bruyant pour la mise en dépression sur plusieurs jours. Est-il possible d'arrêter le groupe électrogène la nuit pour ne pas gêner le locataire de la maison mitoyenne? Alors, il y a un arrêté sur les moyens de protection collective qui dit que quand la configuration du chantier ne permet pas de faire comme il faut, on doit pouvoir déroger. Donc, notamment, et dedans, les renouvellements d'air, la dépression. Alors, moi, ce que je faisais quand j'étais maître d'œuvre, quand j'avais ce cas-là, déjà, si je pouvais le faire, j'aurais divisé au minimum, je ne gardais qu'un extracteur que je mettais au minimum. C'est-à-dire que j'avais plus la dépression de 10 Pascal, mais j'avais toujours une dépression, et je faisais ça quand le chef de chantier, c'est le chef de chantier qui faisait ça en partant. Donc entre le moment où on arrête de travailler, donc d'émettre des fibres d'amiante, et le moment où le chef de chantier s'en va, il se passe une petite heure, on a un renouvellement d'air de 6 volumeurs, donc il y a quasiment plus de fibres d'amiante dans l'air dans la zone. Donc on réduit les extracteurs, on en regarde qu'un qui va tourner au minimum, donc en termes de bruit, qui est peut-être acceptable. Les arrêter complètement, non, c'est quand même relativement dangereux. C'est pas interdit, mais il faut avoir eu dans ces cas-là des niveaux d'empoussièrement faibles. Bon, voilà. Donc ça, voilà, ça demande de la réflexion, mais il y a des autorisations et c'est possible. Mais ce que vous n'avez pas le droit, par contre, c'est polluer. Comment distinguer encapsulage et recouvrement? La pose d'une toile de verre sur un enduit amianté, ben pour moi, la pose d'une toile de verre, c'est pas solide, étanche et durable. Hein, c'est comme la moquette, etc. Pourrait-on avoir les coordonnées pour les formations à MO amiante? Si vous avez les compléments techniques, il y a le lien à la fin. Regardez, voilà. Quelles sont les qualifications obligatoires pour être maître d'œuvre amiante? Alors, il n'y a pas de qualification en tant que telle. Il y a des organismes qui délivrent des qualifications, l'OPQTEC, l'OPQBI. L'OPQTEC demande notamment 5 jours de formation. L'OPQBI a demandé pendant des années 5 jours. En ce moment, ils sont plus d'accord sur les critères de qualification. Donc, maintenant, ils demandent que les gens soient formés 2 semaines SS3. Donc 2 semaines, c'est énorme pour un maître d'œuvre déjà en termes de terre, et surtout, c'est pas du tout une formation adaptée pour vous.
pour un maître d'œuvre, parce que les critères d'achat de matériel, la gestion du personnel au risque amiante avec qu'est-ce qu'on doit leur mettre comme masque, l'entretien, la maintenance de tout ça, les expositions, les médecines du travail, etc. Vous allez apprendre tout ça, donc on s'en fout royalement. Par contre, vous, en maîtrise d'œuvre, les formations maîtrise d'œuvre, telles que je l'ai fait, on passe au moins sur les 5 jours, 2 jours entiers à parler repérage amiante, parce que c'est le nerf de la guerre, le repérage amiante, hein, sur les chantiers. Alors, un client me dit, sauf erreur de ma part, en cas de travaux, le repérage amiante servant à la constitution des TA est suffisant. Non, il doit être complété par un DAT que sur les parties où les TA mentionnent la présence d'amiante. Non. Dois-je faire un avant travaux? Oui. Dans notre cas, le toit étant le seul endroit mentionné avec de l'amiante, et comme nous ne sommes pas de travaux sur le toit, nous devons avoir un repérage avant travaux, bien sûr. Non, le DAT, par exemple, si je prends les dalles de sol, il ne va pas vous dire si la colle contient de l'amiante. Voilà. Donc c'est quand même très limité. Tout ce qui n'est pas visible, en fait, tout ce qu'on ne touche pas avec les mains, tout ce qui est en dessous caché, c'est pas regardé, puisque le dossier technique amiante, c'est en fait, je vous l'ai dit, c'est l'enveloppe intérieure et extérieure. Est-il plus sage de terminer les réserves à 100%? Alors je sais pas quelle réserve. Si c'est de l'amiante, bien sûr. Si c'est pas de l'amiante, c'est quand vous pouvez. La plupart du temps, lorsqu'on vient faire un CV, les mesures atmosphériques ne sont pas encore faites ou en cours, peut-on refuser la mission? Un contrôle visuel. Les mesures, non, ce que dit la norme 4621 qui régit l'examen visuel, c'est l'opérateur, il va regarder les dernières mesures qui ont été faites dans la zone, et on va en discuter avec l'entreprise, et après va décider des types de protection à mettre. Mais en gros, quand même, quand on fait venir un opérateur de repérage, il y a encore un film de propreté, et ça fait déjà quelques heures que le renouvellement d'air et qu'il n'y a plus d'activité. Donc avec un renouvellement de 6 volumeurs, vous voyez qu'en quelques heures, même vous mettez un masque complet, même un demi-masque, ça doit pouvoir suffire. Après, il faut regarder effectivement les empoussièrements en zone. Si en zone confinée, vous aviez 50, 100, 200 fibres, 300 fibres, avec un renouvellement d'air de 6 volumeurs, quand vous allez venir, il n'y aura quasiment plus rien. Si vous aviez des empoussièrements de 15 ou 20 000 fibres, moi, je mettrais un masque complet, et pas un demi-masque. Qui détermine le niveau de l'opération et quand? DCE, EXE, le niveau de l'opération. Ça, c'est l'entreprise qui définit niveau 1, niveau 2, niveau 3. Hein. Par contre, SS3, SS4, c'est le maître d'ouvrage qui va définir si c'est du retrait, ça, c'est les logigrammes. Alors, je ne trouve pas ce délai à l'arrêté du 21 décembre 2015, système de gestion de bordereau de suivi des déchets. Existe-t-il un autre arrêté précisant ce décalage? J'ai pas. Je donne ma langue au chat, mais vous pouvez aller sur le site Track Déchets. Ils font des webinaires plusieurs fois. Si vous allez sur LinkedIn, vous verrez. Ils font des webinaires qui expliquent et ils sont joignables sans trop de soucis. Donc le mieux, c'est de leur demander. Les interventions en extérieur, retrait ou les retraits de conduits à faible résistance sont-elles à la SS4? Non, ça n'a rien à voir. Que vous soyez intérieur ou extérieur, alors on reprend. SS3, c'est j'enlève de l'amiante dans une opération de réhabilitation globale, etc. SS4, c'est ponctuel. Donc, il y a, par exemple, dans les questions-réponses, c'est bien expliqué. Si vous enlevez tout le réseau eau usée d'une rue, sur toute la longueur qu'un amiante ciment, ce sera du SS3. Si vous enlevez juste un tronçon parce qu'il y a une fuite, ce sera SS4. Donc, qu'on soit intérieur et extérieur, SS3, SS4, c'est l'ampleur des travaux, en fait. Hein. Et après, dans chaque cas, il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, on peut faire du niveau 2 en SS3, du niveau 2 en SS4. Voilà. Une entreprise qui doit réaliser des travaux, exemple ascenseur, où le client ne veut pas fournir le RAT, l'entreprise peut-elle faire la demande à son compte? Oui, bien sûr, elle peut faire la demande à son compte. Alors, dans les ascenseurs, c'est eux qui ont mis leur amiante, donc ils doivent savoir, à part la cage d'ascenseur, ce qu'il y a dedans. Mais bien sûr, dans ces cas-là, elles deviennent donneurs d'ordre. Voilà, moi un jour on m'a demandé d'ailleurs, un maître d'ouvrage, j'ai trouvé ça très gonflé sur Bordeaux, m'avait demandé de faire, il avait un contentieux avec un démolisseur, parce que c'est le démolisseur qui avait fait les repérages avant travaux, avant démolition, et du coup il avait envoyé la facture au maître d'ouvrage qui refusait de la payer. Il faisait un contentieux là-dessus. Il dit, attendez, moi je veux bien défendre le démolisseur, parce que lui il a fait votre boulot en plus, et donc c'est normal qu'il soit payé pour le boulot qu'il a fait.
surtout qu'il l'a fait à votre place, j'irai pas vous défendre. Prenez un avocat, moi je suis pas avocat. Donc là, c'est pareil. Il y a une obligation réglementaire. Le donneur d'ordre doit faire les repérages là où on fait les travaux. Voilà. Donc s'il le fait pas, bah, soit l'ascensoriste dit bah, je m'en vais, au revoir, je fais pas les travaux, ou bah, à la limite, il les fait à sa place. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous n'avons plus de questions, donc je vous propose d'arrêter là. Bah oui, Bonjour. si tout va bien. Voilà, on a réussi à répondre aux 39 questions. Voilà. Ça Donc, merci beaucoup pour votre intervention et pour toutes les réponses que vous avez apportées. Et merci à tous nos participants d'avoir assisté au webinaire. Donc, le webinaire sera mis en ligne sur le site Keox et vous pourrez y accéder par votre compte. Donc, pour revoir le webinaire. Et vous pourrez également accéder sur Keox à l'article du complément technique donc, de mars-avril qui est consacré à la gestion du risque amiante dans les projets de réhabilitation et de rénovation. Et vous retrouverez dans cet article effectivement des liens, les liens que vous demandiez parfois dans les questions. Donc merci à tous et bonne journée à tous. Eh bien, merci pour votre attention et puis bonne journée à tout le monde. Au revoir.